Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Charlotte de Steeple. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va se parler mobilité interne et cooptation et essayer de vous partager les clés des réussites de ce webinaire. Alors, avant qu'on commence, je vois que vous êtes déjà nombreux à vous connecter. Avant qu'on commence, voilà, je voulais vous partager vos moyens d'action pendant ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir interagir sur le chat avec entre vous, entre participants. L'outil sondage, on ne s'en servira pas aujourd'hui et c'est l'outil question qui va surtout vous intéresser. N'hésitez pas à tout au long de ce webinaire, poser vos questions. Nous y répondrons à la fin avec François, avec Eva. Donc, pour vous accompagner aujourd'hui bien, donc je me représente, je suis Charlotte, mais je ne suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de François, d'Eva et d'Eugénie qui nous rejoindra en fin de ce webinaire. Et je vais les laisser tout de suite se présenter. Bonjour Eva. Bonjour, enchantée. Donc du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Eva Guibert. Je suis responsable du recrutement et de la formation au sein de notre entreprise. Donc je travaille chez McDonald's et donc au sein d'une franchise de 6 restaurants qui se trouve être en Normandie. Voilà. François. J'enchaîne, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François, je suis le dirigeant de Happy to Meet You, qui est une société de conseil en ressources humaines. Voilà, on est 40 et on est présent à Rennes, Brest, Nantes et Paris. Génial, voilà. Merci François pour cette rapide introduction. On est ravis d'avoir un expert du recrutement et de toutes ces questions-là aujourd'hui sur notre sujet. Alors, de quoi est-ce qu'on va se parler aujourd'hui? Eh bien, au programme, donc, dans un premier temps, avec François, on va s'intéresser aux clés de la réussite, de la mobilité interne et de la cooptation. Essayer de vous partager un petit peu comment est-ce que ça peut fonctionner, du retour d'expérience. Et puis, on aura ensuite Eva qui sera là pour nous partager comment se passe le recrutement chez McDonald's, qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place sur justement ces thématiques de mobilité interne et de cooptation. On a quelques ressources à vous partager pour vous aider, quelques documents qu'on vous a concoctés exprès pour ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à bien rester connecté. Une session questions-réponses après où vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions. Et puis à la fin, on aura donc Eugénie qui travaille chez Steeple et qui vous fera une démo de notre toute nouvelle app Jobs qui peut vraiment vous aider sur ces thématiques de cooptation et de mobilité interne. C'est parti, sans plus attendre. Donc, première partie de ce webinaire avec François. François, peut-être qu'avant qu'on démarre, tu veux nous faire un petit état des lieux de voilà, comment est-ce qu'on est en ce moment un petit peu sur le recrutement? Qu'est-ce qu'on en dit cette année? C'est un peu quand on avait préparé, ce qui pouvait être intéressant, parce que la mobilité interne, ça devient une clé importante parce que, voilà, clairement, le recrutement, c'est un secret pour personne, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'est que, moi, l'image que m'avait donnée un client, c'était qu'il avait du mal à remplir le tonneau, donc il évitait que le tonneau se vide par ailleurs, quoi. Donc, c'était un peu ça l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut garder, fidéliser et engager les collaborateurs. Et donc, c'est vrai que le marché de recrutement évolue très, très vite. Et donc on a connu, voilà, avant le Covid, après le Covid, enfin, voilà, les RH sont très, très sollicités. Et voilà, c'est pas facile au quotidien. Et on voit que, voilà, aujourd'hui, ce qu'on constate depuis la rentrée 2023, c'est qu'on a quand même un marché de recrutement qui est assez mou. Alors bon, c'est pas comme ça, comme sur le dessin, voilà, mais mais on est dans quelque chose de mou. Et clairement, aujourd'hui, on a des collaborateurs qui peut-être hésitent un peu à partir parce que quand on parle, on entend l'inflation, la guerre, enfin voilà, c'est quelque chose que. Et donc, on a aussi des collaborateurs qui restent dans l'entreprise, mais qui sont peut-être moins engagés que par le passé. Donc, c'est de se dire comment est-ce que on les garde engagés et motivés dans la structure, parce que ils vont pas partir. Et globalement, on va avoir besoin des compétences sur 2025, parce que quand on regarde un peu après, il y a toujours une part d'incertitude, mais quand on regarde un peu les chiffres de croissance à l'international ou en France ou en Europe, en fait, on voit que la reprise, c'est ce que me disent un peu les clients, plutôt 2025. Donc, c'est-à-dire que si ça repart en 2025, vous n'avez pas les compétences et qu'il faut les recruter, en fait, ça va être compliqué. Donc, on a une année de 2024 qui va être une année voilà, sur des sujets de mobilité, d'engagement. Enfin, c'est des grands sujets. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis les enjeux de fidélisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on
Mmh. on garde les collaborateurs et comment est-ce qu'on les garde engagés. Comment est-ce qu'on les garde engagés? Mm. Et ben, c'est vrai que la mobilité interne, c'est une clé finalement pour les garder engagés. Est-ce que toi, tu vois un petit peu les avantages de la mobilité interne pour les entreprises? Qu'est-ce que ça va permettre? Alors, on a mis quelques éléments de réponse ici, mais… Ça permet forcément de fidéliser parce que quand on regarde un petit peu on va dire les gens se projettent pas souvent, vous devez le voir, hein, c'est 1 an et demi, 2 ans et ils se projettent rarement au-delà, quoi. Et ils le disent ouvertement. Et donc, s'ils n'ont pas ces perspectives de mobilité, on reviendra après, il y a plusieurs types de mobilité. En fait, on risque soit de les désengager, soit ils risquent de partir. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en termes de fidélisation, réduire le turnover, et qui dit engagement, motivation, forcément, ça concourt à la performance globale de l'entreprise. Forcément, les frais de recrutement sont diminués, oui, parce qu'on sait tous que passer une annonce, passer du temps à faire des entretiens, passer du temps, le risque que la personne ne colle pas en termes de culture, on sait tous, le recrutement moyen, on sait tous, recrutement raté, c'est à peu près 50 000 euros, donc forcément le coût il est direct, donc ça c'est une évidence, quoi. Oui, il vaut peut-être mieux aller chercher la compétence en interne que de rater son recrutement. Et pour les collaborateurs et même pour l'entreprise, c'est qu'on voit que si les entreprises qui prennent soin, j'allais dire, qui font attention à leur politique RH, forcément derrière, en termes d'engagement, en termes de reconnaissance, de valorisation du travail, tout ça, ça va concourir, ça va faire une dynamique positive et qui va concourir forcément à l'attractivité de l'entreprise, à la marque employeur, la fameuse marque employeur. Et donc c'est une dynamique positive. Et derrière, c'est sûr que quand on va parler après cooptation, ça va être beaucoup plus positif. Et les salariés, même après de voir les salariés qui montent en compétences, qui se développent, et ils n'auraient peut-être pas eu cette chance-là ailleurs. Donc, c'est aussi l'opportunité de leur laisser cette chance-là. On a des gens qui sont 2 fois plus engagés, quoi. Oui. C'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les personnes ont parfois du mal à se projeter plus d'1 an et demi, 2 ans dans les entreprises. C'est vrai que parfois, on veut changer de poste. Pour autant, on n'a pas forcément envie de changer d'entreprise. Et on a ce chiffre de l'étude de Kikop qui nous dit que 60% des collaborateurs préféreraient une mobilité interne plutôt que de quitter l'entreprise. Je pense que c'est assez révélateur finalement du fait que ça engage les collaborateurs finalement dans une dynamique qui est plutôt très positive. On voit qu'il y a un attachement aujourd'hui. Les salariés, s'ils veulent partir, globalement, même si le marché ralentit, ça reste un marché de pénurie. Donc, s'ils veulent changer, ils peuvent changer. Globalement, faut garder ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je considère la chose. Et après, c'était 60%, c'est de se dire… Par contre, on ne peut pas faire évoluer tout le monde vers le haut au même moment. Donc, c'est aussi là où après, en termes RH, on a un travail à faire, quoi. Mais c'est un chiffre hyper rassurant. Et d'ailleurs, on ne peut pas faire évoluer tout le monde vers le haut. Peut-être tu peux nous parler des formes de la mobilité interne, François, parce qu'elle n'est pas forcément, en effet, par le management, finalement. C'est ça, en fait. Il y a souvent, quand on parle mobilité, et dans l'esprit beaucoup de collaborateurs, c'est mobilité, on devient manager. C'est un peu très… je sais pas si c'est très franco-français, mais c'est souvent, on dit, tiens, t'es manager, donc… il y a un truc un peu de reconnaissance. Et en fait, le risque, c'est que parfois, on a des très, très bons experts. Et les mettre en position de manager, c'est les mettre en difficulté parce que tout le monde n'est pas fait pour être manager ou aimer ça. Et moi, ce que j'invite, c'est aussi à valoriser les filières techniques. Et souvent, quand vous faites vos parcours de carrière, souvent, c'est de valoriser. En fait, souvent, vous commencez plutôt généraliste sur une fonction junior. Et après, vous avez souvent 2 filières, une filière management, une filière technique, et qui sont au même niveau, et de se dire un expert technique qui doit avoir la même rémunération, le même coef qu'un manager, ça évite d'envoyer dans la filière management des gens qui ne sont pas faits pour ça et qui peuvent être à l'inverse d'extrêmement bons techniques. Et donc la mobilité horizontale, c'est aussi, on a des gens qui aujourd'hui, vous voyez, qui changent régulièrement de fonction. Il y a des gens qui… plus la stat, si on va changer, je sais plus, 6 fois de métier, quelque chose comme ça dans notre vie. Donc on a des gens qui ont envie, de faire
de faire différentes choses, qui peuvent changer de service, et ça, c'est comment est-ce que nous, on peut les accompagner sur ces sujets-là. Parce que, vous voyez, si vous dites tout le monde doit devenir manager, il y a des entreprises où parfois il y a beaucoup de turnover parce que il y a un manager au-dessus qui est là depuis 20 ans et derrière, il ne se passe plus rien. Donc, comment est-ce que derrière… Et donc, c'est pour ça qu'il y a la mobilité transversale aussi qui peut être intéressante, moi, que je pratique beaucoup. C'est que, et à mon sens, on va vers de plus en plus une politique RH individualisée. Donc, alors, c'est compliqué à gérer, mais aujourd'hui, il y a le côté un peu, c'est un peu comme nous en tant que client, en tant que consommateur, on a un truc un peu self-service. Et donc, vous regardez, il y a des mutuelles un peu self-service où chacun prend un peu ce qu'il veut. Voilà. Et en fait, je pense qu'on va globalement vers quelque chose comme ça. Et on doit être capable, nous, RH, de proposer, OK, tu as ton poste, et à côté de ça, on peut te mettre une mission qui va représenter 20% sur un sujet qui n'a rien à voir, voilà, mais en fonction de tes appétences. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut, et de se dire, tiens, OK, j'ai pas d'évolution pour devenir manager, mais voilà, on m'a dégagé 20% de mon temps pour faire, je sais pas, je suis à la RH, et on m'a mis 20% pour faire quelque chose sur la communication. On m'a mis 20% pour faire quelque chose sur la qualité, voilà, ou les achats. Enfin voilà, et de se dire ça, je pense qu'on va aller vers ça. Alors c'est compliqué à gérer, j'entends en termes de fiches de fonction et tout ça, mais je pense que c'est aussi une mobilité qui est importante et qui permet de faire évoluer les collaborateurs, voilà, à titre personnel aussi. Et en termes de rétention, moi c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne très très bien. Autrement qu'en effet uniquement par le management. C'est vrai que promouvoir un manager finalement, enfin promouvoir une personne à un poste de manager, s'il ne le souhaite pas, ça va directement impacter aussi l'engagement. Parce que finalement, c'est mettre en danger et en péril l'ensemble des équipes. On sait que le management, enfin le mauvais management, entre guillemets, c'est une des premières raisons pour lesquelles un collaborateur va quitter l'entreprise. Donc, c'est aussi important de se dire qu'on a la possibilité d'évoluer, pas forcément sur les fonctions de manager, mais en transverse, de passer d'un poste à l'autre. On le voit, hein, par exemple, nous en interne, on a même des exemples chez Steeple de collaborateurs qui avant étaient côté commerce, donc plutôt à promouvoir Steeple, à promouvoir le produit, et puis qui sont passés côté recrutement maintenant, même qui vont faire la promotion finalement de l'entreprise auprès de futurs candidats. C'est des choses aussi que tu constates chez tes clients ou… Eh oui, parce qu'en fait, ils ont vécu d'autres services, et donc si on prend l'exemple du commercial, tu disais, en fait, il connaît l'approche du client. Et donc, si demain, il va devoir recruter des commerciaux, par exemple, en fait, il sait parler du métier, il sait parler de l'entreprise, il va aller parler de manière… il va vivre vraiment l'entreprise. Et ça, voilà, ça change tout. Plutôt qu'il aille chercher, si on parle des fonctions commerciales qui sont ultra sollicitées, il y a gros turnover. C'est une très, très bonne démarche. On parle beaucoup de turnover. Je ne sais pas, François, si tu sais un petit peu le turnover naturel, un petit peu dans les entreprises en moyenne. En fait, il y a la vraie formule du turnover. Il faut prendre les entrées, les sorties. Voilà. Donc, une entreprise où il n'y a personne qui sort, il y a beaucoup d'entrées, ils ont un turnover important dans la vraie statistique. Donc, après, on regarde plutôt le turnover subi, on va dire. Voilà, c'est plutôt… et donc là, souvent, il faut être inférieur idéalement, il faut qu'on soit aux alentours de 5%, quoi. Un turnover, c'est sain, mais après, ça dépend des activités parce que il y a des activités qui, par nature, je ne sais pas, Eva, ce que tu en penses, mais il y a des activités où la nature même de l'activité fait qu'il y a un turnover. Et par contre, il y a toujours le subi. Et vous voyez, en fait, et moi, c'est souvent ce que je dis, c'est que quand c'est naturel, voilà, à la limite, le stat, elle veut rien dire. Mais par contre, c'est plutôt nous, en tant que RH ou en tant que dirigeant, quand on a quelqu'un qui part et qu'on se dit, on peut tout faire pour le garder. Là, c'est plus ça qu'il faut regarder, ce turnover un peu subi. Mais le turnover est sain. En fait, faut pas qu'il y en ait trop. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est souvent dans une entreprise en termes RH. Alors, c'est des choses qu'on échange en tant qu'RH, mais qui sont pas forcément entendables par exemple, avec la représentant du personnel. Mais sur 100%, on a 10%, 10-15%, on veut à tout prix qu'ils restent. 10%, on veut qu'ils partent. Et le reste, il faut qu'on accepte un turnover naturel et mettre en place les mécanismes qui vont permettre de pourvoir au remplacement. Donc on sait, voilà. Mais c'est ces 15%-là, c'est de se dire et donc c'est là où ça va être intéressant après sur la partie évaluation des talents, des compétences, c'est de se dire sur cela, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être sûr qu'eux,
il se développe avec l'entreprise, quoi. Et ben, bonne transition, du coup, comment est-ce qu'on met en place finalement la mobilité interne dans une entreprise? C'est quoi un petit peu les bonnes clés, les bonnes pratiques que toi, tu as pu observer, François? On s'est mis ça. Après, voilà, après, s'il y a des questions, des échanges, voilà, je serais intéressé. On s'était dit, voilà, pour moi, la première chose, c'est déjà de connaître les collaborateurs, hein, c'est basique, mais il ne faut pas leur prêter des volontés, des souhaits d'évolution. Déjà, moi, j'ai déjà vu des collaborateurs qui m'ont dit, je n'ai aucune ambition. Ça va être un peu bizarre, mais je veux faire juste mes heures. Je veux pas ni en plus de responsabilité. Et à la limite, ça peut faire partie d'une stratégie aussi, quoi. Donc, faut pas dire à tout prix. Tout le monde ne veut pas forcément évoluer vers le haut. Par contre, c'est de bien connaître et de se dire qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fonction de leurs appétences. Ça, c'est vraiment important. Et voilà. Et moi, quelqu'un qui me dit j'ai pas envie d'évoluer, bon, à la limite. OK, mais au moins on a ce rapport-là. Donc, pour connaître ses collaborateurs, tout dépend des structures, hein. Si vous êtes une petite structure ou voilà, si vous êtes moins de 10 globalement, vous arrivez à connaître, mais c'est pas suffisant juste de se voir à la machine à café. Donc, pour moi, il faut partir les basiques, hein. Donc après, je sais pas qui est-ce qui est derrière l'écran, mais les basiques, c'est l'entretien annuel, entretien professionnel, où dedans on parle de ces sujets-là et c'est pas un sujet qu'on traite à la machine à café. Moi, j'ai des managers qui me disent mais on se parle tout le temps, on se voit tous les jours, oui, je le connais. Mais en fait, non, parce que ces moments-là, c'est vraiment des moments importants et les collaborateurs, certains attendent ce moment d'entretien pour exprimer leurs souhaits. Et après, d'ailleurs, pardon François, mais tu parlais juste à l'instant de différentes tailles de structures d'entreprise. Est-ce que tu penses que la mobilité interne, ça peut exister dans des PME qui ont peut-être peu d'employés, du coup, peut-être moins d'opportunités? Est-ce qu'on peut quand même faire évoluer et conserver ces talents en mobilité interne? Alors, c'est sûr, si vous êtes 1000, c'est plus facile que si vous êtes 10 parce que voilà, mécaniquement, vous avez plus d'opportunités. Mais en fait, je pense qu'il faut la penser différemment. C'est que alors, si l'entreprise se développe, forcément, vous allez avoir des postes qui vont se créer. Donc, il faut avoir cette visibilité-là. Si c'est sûr, si vous êtes, et encore même pas, je veux dire, si vous êtes 5 et qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution, c'est forcément mécaniquement plus compliqué. Mais après, cette évolution, elle peut se faire aussi sur l'appétence des collaborateurs qui vont dire, je sais pas, tiens, j'aimerais bien développer telle gamme de produits, j'aimerais bien. Nous, on est une quarantaine, par exemple. J'ai des recruteurs qui vont faire une partie de leur recrutement, une partie sur la partie risque de formation. J'ai quelqu'un qui va faire recrutement et process, donc toute la partie Calliope, process métier. Voilà. J'essaye de le faire comme ça parce que c'est sûr que. Mais c'est sûr, si vous êtes une multinationale, voilà, vous avez et les possibilités et les moyens, mécaniquement, c'est plus facile. Mais qu'il faut pas se dire on n'est que 10, il n'y a rien, c'est pas possible. Mais bien sûr. Clairement, il y a des possibilités. Bon, donc on connaît ses collaborateurs, on évalue leurs compétences par l'entretien annuel, l'entretien professionnel aussi qui a lieu tous les 3 ans. Comment est-ce qu'on met en place ensuite un processus de mobilité? L'entretien, une fois que vous avez mis ça, donc il faut expliquer aussi aux managers, il faut former les managers comment est-ce qu'on fait cet entretien. Il faut leur expliquer. Il y a une partie aussi vous pouvez avoir une réticence de certains managers qui n'ont pas envie de perdre leurs meilleurs éléments. Exactement. Le manager qui dit ah non, moi je vais le garder dans mon équipe. Exactement. Et dans les grandes structures, que j'ai pu voir parfois, celui qui est poussé à la mobilité en général, c'est pas le meilleur, c'est même le plus mauvais de l'équipe. Et voilà. Donc faut que nous en tant qu'RH, on soit capable d'évaluer ça. Et comment est-ce qu'on évalue? Parce que il y a le manager et le collaborateur qui a échangé. Après, il y a des outils qui peuvent être plus ou moins complexes. Mais moi, quand je réfléchis, il y a des outils qui sont liés à ce qu'on appelle la People Review ou la Talent Review. Après, voilà, ça dépend. C'est juste une revue d'effectifs et de se dire dans ces effectifs-là, qu'est-ce qu'on va regarder qui va nous permettre de gérer la mobilité interne? Pour moi, il y a 3 choses qu'on peut regarder assez facilement. Avec ça va être je crois qu'on l'a mis après c'est un outil assez simple sur les 9 box, c'est les 9 cases qui vous permettent, voilà, en fait, c'est que vous regardez la performance, le potentiel de vos collaborateurs. Vous pouvez mettre tout le monde dedans. Et après, c'est de se dire, si vous avez que des gens en haut à droite, c'est assez rare en général. Mais c'est de se dire, voilà, sur cette gestion des talents, comment est-ce que je vais pouvoir mettre tous mes collaborateurs sur ces
sur ces cases-là et en fonction, mettre en place les plans RH derrière qui vont bien, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être de l'accompagnement sur le poste, qui peuvent être, voilà, ou par exemple, si vous avez beaucoup de gens qui sont, si vous voulez, qui ont un potentiel élevé et qui ne sont pas encore ultra performants, mais qui vont le devenir, vous avez voilà, toute la partie gestion des hauts potentiels, gestion des talents, où là, vous pouvez avoir ça dépend encore une fois de votre structure, mais si vous avez les gens, les futurs leaders, c'est les gens qui sont dans votre organisation capables un jour d'accéder au comité de direction. Voilà, ça, c'est de se dire, est-ce que demain, vous pensez qu'il est capable d'aller là? Et donc là, vous pouvez avoir une gestion spécifique sur ces talents-là en disant, bah, voilà, on va l'accompagner. Alors, c'est une démarche qui reste confidentielle au niveau de la RH, hein, mais comment est-ce qu'on va l'accompagner vers ça? Donc, ça peut être, effectivement, il y a des entreprises qui payent des grandes formations et ça, mais ça peut être aussi de passer du temps avec le dirigeant, de passer du temps avec certains dirigeants, d'aller le faire voir d'autres services et de le préparer à cette suite-là, quoi. Et donc, vous avez une autre chose qui peut être utile, c'est la partie plan de succession plan. Quand vous faites votre revue d'effectifs, c'est de se dire, bah, si lui, il part, qui est-ce qui est capable de prendre la suite? Si vous avez, vous voyez, des gens qui peuvent être des seconds, c'est-à-dire, bah, lui, est-ce qu'il peut prendre la suite techniquement? Parce que le problème, c'est que si vous faites évoluer cette personne-là qui a un poste clé, vous pouvez mettre en danger l'organisation. Donc, si vous le faites évoluer, qui est-ce qui est prêt à prendre la suite? Et donc, ça, c'est cette gestion-là qu'il va falloir anticiper parce que le problème, c'est que si un jour le poste s'ouvre et que il suffit pas, on va en parler après sur la communication, c'est important, mais il faut anticiper ça en se disant qui est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire évoluer et qui est-ce que je peux faire évoluer sans mettre en danger l'organisation et pas de se dire bah non, désolé, je ne vais pas pouvoir te faire évoluer parce que tu es dans un poste tellement critique pour l'entreprise qu'on ne peut pas te remplacer. Je ne suis pas sûr que ce soit très entendable pour quelqu'un, quoi. Et ces méthodes qu'on met en place, on les communique aux collaborateurs? Est-ce que, par exemple, la matrice des 9 box là qu'on a vue, est-ce que c'est important il y a une transparence là-dessus ou c'est vraiment côté… Alors là, ça peut être intéressant qu'on discute avec d'autres. Moi, pourquoi est-ce que je ne conseille pas de le faire? Parce que je l'ai vu. Vous faites ça tous les ans. Donc, si un jour, vous avez quelqu'un qui est dans la case des futurs leaders et que l'année d'après, il n'y est plus, en fait, vous imaginez, en termes de motivation, il était vu, quand je dis cette case-là, en gros, vous devez avoir, je sais pas, ça représente, dans les grands groupes, des fois, c'est 50 personnes sur 10 000 personnes. Hein. Vous voyez, en fait, et donc, ces gens qui sont extrêmement performants, à un moment, vous risquez de les faire sortir. C'est pas simple. Donc, moi, je considère, et puis c'est un travail purement RH derrière, moi, je conseillerais pas de le faire. Par contre, d'expliquer aux managers l'intérêt de la mobilité interne et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'eux, comment est-ce qu'ils doivent le faire et que ça participe à la performance de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un travail qu'on doit faire et qu'on doit expliquer. Mais là, c'est plus des outils pour nous pour préparer la suite, quoi. Mais je ne sais pas si d'autres le communiquent ouvertement, mais ça peut être compliqué de dire toi, tu es high potential, toi, tu ne l'es pas. C'est compliqué. Bon, donc une fois qu'on connaît bien ces équipes, ces talents, donc on met en place un peu sa politique de mobilité interne. Il faut ensuite la communiquer en fait à ses collaborateurs. Ils doivent être au courant finalement qu'il y a de la mobilité interne qui est disponible. Peut-être avant juste qu'on revienne sur cette partie, je voudrais faire une petite parenthèse sur le fait qu'il y a certaines offres d'emploi où c'est une obligation légale de finalement les communiquer en interne. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais pour les travailleurs de nuit, les collaborateurs en CDD, les contrats à temps partiel, les collaborateurs en télétravail, il y a obligation de communiquer les offres d'emploi en mobilité interne d'abord. Voilà, pour juste cette petite partie-là. Et donc, je reviens sur la communication des offres en mobilité interne. Il faut, dans un premier temps, informer les collaborateurs que le process existe, qu'il y a de la mobilité interne, qu'il y a des postes ouverts. Alors, je pense, François, mais peut-être qu'on n'ouvre pas tous les postes en mobilité interne. Ouais, après, c'est une volonté. C'est que parfois, ça peut être bien d'avoir du 109, effectivement. Sur le principe, moi, je suis plutôt tendance à dire, vaut mieux ouvrir. On peut avoir des bonnes surprises, hein, des gens qui
Et ça permet, même si parfois vous avez un poste qui est ouvert, vous dites, bah, tiens, j'ai besoin de prendre quelqu'un d'externe, en l'ouvrant en interne, vous avez aussi des gens qui vont se positionner, que vous n'avez pas forcément dans votre scope, et de se dire, ah bon, je ne savais pas que tu étais mobile, je ne savais pas que mobile aussi géographiquement. Enfin voilà, moi, je le mettrais quand même. Et après, par contre, c'est de bien poser aussi voilà, les conditions de la réussite et d'expliquer voilà, parce que si vous avez quelqu'un qui sort du bois, on va dire, pour être mobile, il faut bien le chouchouter. Et si ça ne le fait pas, qu'il comprenne bien et qu'il voit ça et lui dire, OK, c'est un peu… On a compris, là, cette fois-là, ce n'est pas la bonne, mais il va y en avoir d'autres. Et on te remercie d'avoir fait acte de candidature. Il faut faire ça. Mais moi, je le mettrais… moi, en tout cas, je pense qu'il faut être très ouvert et sur le process, ça, c'est important. Et même parfois, vous ouvrez en externe, il y a quelqu'un qui arrive en interne, vous le mettez dans un process d'évaluation. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'ARH, c'est comment est-ce qu'on évalue les compétences par rapport au poste. Ça crée de la légitimité. Moi, je l'ouvrirais, mais en tout cas, voilà, je pense que ça nécessite vraiment d'expliquer et d'accompagner aussi. Peut-être c'est pour ça que ce que tu mettais sur les portraits collaborateurs, c'est de dire des gens qui ont évolué dans l'entreprise, qu'on a accompagné, c'est de te dire, OK, on cherche quelqu'un, voilà, tu n'as pas qui a tel profil, telle compétence, tu les as pas toutes, mais on va t'accompagner. Ça peut se faire sur plusieurs mois, même plusieurs années. Hein. Il y a des gens qui se battent, tiens, je voudrais devenir tel poste. OK, j'ai entendu. Pour l'instant, il te manque tel sujet. Et donc là, ça peut être de la formation, ça peut être de l'accompagnement en interne, ça peut être un peu du vie ma vie, parce que l'apprentissage se fait, c'est 70%, c'est en pratiquant les choses, plus qu'une formation de ce que… La tendance, ça peut te dire, OK, on va te payer une formation pour que tu vas… Et ça, on sait que c'est moins efficace que d'être sur le terrain, quoi. Alors, comment est-ce qu'on communique justement ces offres en interne? On a des offres d'emploi, on les communique comment aux collaborateurs? C'est quoi les relais sur lesquels on peut finalement s'appuyer pour communiquer nos offres? C'est un peu le sujet, de la journée, c'est que souvent les entreprises… ça passe souvent un peu par l'affichage ou par les réunions de service. C'est-à-dire que les principaux relais, ça reste les managers, avec le côté hétérogène de la qualité managériale de l'encadrement. Et donc, c'est toujours un peu compliqué de faire ce genre d'infos. Donc, c'est pour ça que d'avoir une information qui est commune, qui est unique, ça change beaucoup de choses, quoi. Mais… Voilà, souvent, ça passe par de l'affichage. Alors, c'est pas très dynamique et souvent, on ouvre en interne. Les pratiques, souvent, c'est 15 jours. On ouvre en interne 15 jours et si on n'a pas trouvé, si on n'a pas eu personne, on ouvre en externe. C'est important de le dire. Hein. C'est vrai qu'il faut vraiment, quand vous partagez votre offre d'emploi en interne, bien rendre visible le processus. Comment est-ce que ça va se passer? Quelles sont les étapes finalement? Combien de temps le poste peut-être est ouvert en interne ou s'il est ouvert en externe en même temps? Les conditions, rappeler la politique de mobilité interne aussi de l'entreprise. Et puis, on se disait, donner envie. Les portraits collaborateurs, tu en as rapidement parlé François, ça peut aussi donner envie aux autres de se positionner sur un métier, sur une offre en interne. C'est important de bien les promouvoir. Et puis j'ajouterais un dernier point, communiquer sur les réussites. C'est important de partager les belles success stories de mobilité interne que l'on a. On peut pas apprendre une mobilité interne à la machine à café. Hein, c'est de la même manière que c'est délicat d'apprendre le départ d'un collaborateur à la machine à café. Apprendre que quelqu'un a changé de poste comme ça au détour d'un café, il faut communiquer jusqu'au bout. On communique le poste, on communique les étapes, on tient au courant le collaborateur, bien sûr, de l'avancée de son processus de mobilité interne finalement. Et puis, on communique la réussite, la prise de poste de la personne. Voilà, je pense que c'est quelques clés. Et puis tout ça, ça nous permet d'avoir des collaborateurs qui sont engagés, qui sont finalement moteurs dans leur entreprise, qui ont plutôt envie de rester. Et puis c'est finalement c'est un peu un cercle vertueux l'engagement. Si on a des opportunités de mobilité interne, on se développe, on est motivé, on crée un sentiment vraiment d'appartenance à l'entreprise. Et puis un collaborateur finalement quand il est plus engagé, il va avoir tendance aussi à recommander son entreprise. J'en viens à la cooptation, comme tu l'auras compris, François, comme tu l'auras compris.
Quelques chiffres sur la cooptation. C'est vrai que vos collaborateurs connaissent du monde. On a en moyenne un candidat coopté sur 5 qui est recruté, contre environ 1% via les canaux habituels. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ça peut tout simplement vouloir dire que on a des personnes qui connaissent tellement bien leur entreprise finalement qu'elles vont savoir qui positionner sur le poste. Est-ce que toi, François, tu as testé différents types de cooptation? Est-ce que la cooptation, alors on va parler de la cooptation interne, est-ce que la cooptation externe, c'est quelque chose que tu connais? La cooptation externe, moi, tout à l'heure, tu citais des chiffres de Kikopt, donc c'est un peu la référence sur le sujet. Ça fonctionne, mais c'est quand même, c'est deux choses différentes, quoi. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur la cooptation interne. Cooptation externe, c'est souvent des gens qui sont à leur compte et qui vont faire recruteur externalisé. Voilà, c'est vraiment pas le. J'ai pas vu en tout cas vraiment un engouement sur le sujet en disant bah tiens, je vais coopter quelqu'un dans une entreprise que je connais pas. Ça se fait pas parce que souvent, quand on coopte quelqu'un, en fait, on s'engage personnellement. Et donc, d'envoyer quelqu'un dans une entreprise qu'on connaît pas vraiment juste pour avoir un chèque de 1 000 euros, j'y crois pas trop. Et pour moi, les ressorts principaux de la cooptation, ça reste des ressorts humains, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, l'argent, on en parlera, je pense, après sur la partie prime, c'est pas le moteur principal. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est exactement ça. Le collaborateur, quand il va coopter quelqu'un, il y a un double engagement finalement, parce qu'il engage son entreprise, il engage aussi quelqu'un de son entourage. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une politique très claire de cooptation, de comment est-ce que ça se passe. Comment est-ce qu'on met en place la cooptation, François, alors dans une entreprise? Je pense que déjà, quand on parle cooptation, il faut déjà définir ce que c'est que la cooptation. Et la cooptation, c'est pas juste tiens, j'ai reçu le CV de quelqu'un, on m'a dit qu'il était bien. Ça, c'est pas de la cooptation. La cooptation, c'est je connais cette personne parce que j'ai travaillé avec elle dans tel environnement, dans tel type de situation, il a fait preuve de telle qualité, qui sont transposables dans l'entreprise actuelle. Et c'est pour ça que je le recommande parce que voilà, j'ai travaillé avec lui pendant un certain temps. Et donc, je pense qu'il faut aussi replacer ça en disant si vous avez des CV de gens que vous avez entendu parler, vous trouvez que le profil est bien, envoyez-les, mais c'est pas de la cooptation, quoi. Enfin, faut vraiment dire. Et donc, c'est déjà poser ce cadre-là. Qu'est-ce que c'est la cooptation? Qui est-ce qui peut coopter? Donc là, il y a différentes écoles, mais pour moi, c'est a priori, tout le monde peut coopter, y compris un CDD, un intérimaire, un stagiaire. Les seuls qui peut-être, c'est vrai, en général, sont un peu exclus, c'est le dirigeant et les recruteurs, parce que c'est un peu leur métier. Voilà, donc toucher une prime ce serait un peu bizarre pour les recruteurs, mais globalement, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir au maximum. Peut-être il y a certaines entreprises qui se posent la question de mettre ça que sur certains postes. On sait, par exemple, maintenance, par exemple, sur conducteur d'équipe. Bon. Après, ça, c'est un choix d'entreprise. Est-ce qu'on ouvre tous les postes? Oui. Après, on est rarement, aujourd'hui, on est quand même rarement noyé de CV. Donc, bon, moi, je suis plutôt partant de le faire assez large. Et après, ce qui est vraiment important, c'est vraiment le process tu l'as mis, le process type de cooptation. Et un des facteurs clés de succès que j'ai vu vraiment, c'est un process VIP. C'est-à-dire que si moi, je travaille dans votre entreprise et que je vous confie la candidature de quelqu'un que je connais, que je recommande, en fait, vous devez le voir, mais ces process VIP, il doit être vu très rapidement. C'est presque un process parallèle. Et en fait, voilà, même s'il n'est pas pris, qu'ils se disent à la fin, écoute, voilà, je te remercie, François, parce que voilà, ça a l'air d'être super entreprise où tu es, et j'hésiterai pas, moi, derrière, à en proposer d'autres. Ça, c'est vraiment important, parce que s'il n'est pas vu, vous voyez, lui, la personne qui l'a coopté, il va dire, écoute, ouais, t'es gentil, François, mais bon, moi, ils m'ont jamais rappelé. Donc là, ça le met lui personnellement en porte-à-faux. Donc, il faut vraiment, pour moi, avoir un process à part. Et donc, quand on dit VIP, c'est qu'il soit vu très rapidement, peut-être après, ça dépend des ventes, mais par un responsable assez rapidement, par un dirigeant. Si vous avez des goodies, si vous avez des choses comme ça, le faire venir, le faire une petite visite du site, j'en sais rien, enfin quelque chose, réfléchir comment est-ce qu'on peut faire pour que les premiers, en plus, là, ils vont, si vous le mettez en place, en fait, ils vont dire aux autres, ça avait l'air d'être trop bien. Donc, vous allez avoir cette dynamique positive. Et le process est beaucoup plus important pour moi que la récompense.
C'est vrai qu'il faut donner envie et il est important de bien tenir au courant la personne qui a coopté. C'est-à-dire que la personne qui a été recommandée, je te rejoins François, il faut qu'on la reçoive, elle doit avoir au minima voilà, un échange, un entretien, et le coopteur doit savoir exactement où ça en est, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est du recrutement. Le process, là aussi, doit être clair et limpide. C'est de dire que ce soit le recruteur ou le manager, mais d'aller voir le coopteur pour lui dire voilà, on a échangé avec la personne, on l'a rencontré, on te tient au courant. Si la personne est prise ou pas prise, mais de le dire aussi. Mais c'est vrai que c'est important pour donner envie de communiquer bien là-dessus en totale transparence. Et la prime, alors, prime ou pas prime sur les cooptations? Est-ce que c'est vraiment un élément, un facteur finalement différenciant? Moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est que plus on donnait et moins ça marchait. Alors, je sais pas si c'est lié à voilà, mais alors c'est le dirigeant là qui parle. Non, en vrai, la prime, c'est toujours un sujet parce que souvent les gens ils disent cooptation, prime de cooptation. Et c'est souvent la résultante, donc ça fait toujours plaisir. Mais il y a plusieurs pratiques. C'est c'est de te dire, est-ce que je la donne à partir du moment où la personne est là dès le début? Est-ce que parfois il y a des entreprises qui font en 50-50, qui se battent, tiens, 50% quand la personne a été. Il y en a qui donnaient un bout de prime dès qu'il y avait une cooptation, même si la personne n'était pas retenue. Il y en a d'autres, c'est à l'embauche et 50%, genre 6 mois après, une fois la fin de la période d'essai. Il y a différentes pratiques. C'est toujours bien de donner de l'argent, mais il ne faut pas se dire que plus on donne, plus on a de chances que ça fonctionne. Et moi, je trouve qu'il y a des entreprises qui font des choses où, à la place de donner de l'argent, ça peut être de faire un cadeau personnalisé, ça peut être une expérience, je sais pas, sportive, ça peut être, voilà, il y a même, j'ai vu, et ça, je trouvais ça très, très intéressant de faire des dons à des associations. De dire, ok, tiens, l'entreprise il y a une partie, tu donnes à l'association de ton choix. Il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, à mon avis. Après, je ne sais pas ce qu'en pensez là, mais voilà, la partie argent, c'est une récompense, mais c'est pas la finalité. Il ne faut pas se dire que c'est ça qui va faire la différence. C'est peut-être pas la finalité, mais c'est peut-être quand même quelque chose que les gens vont retenir. Et voilà. Je pense pas qu'ils le fassent pour ça, mais je pense que voilà. C'est vrai que, alors, la transition est là. C'est pourquoi est-ce qu'on coopte? Je pense que c'est ce qu'on disait, François, c'est un bon indicateur du climat social de l'entreprise, finalement, la cooptation. Si les gens recommandent leur entreprise, c'est qu'ils s'y sentent plutôt bien. C'est un bon moyen aussi de mesurer comment on se sent dans l'entreprise. Ah oui, ça c'est. Il y a un peu de bon sens, en fait, c'est de se dire, si les gens, ils n'ont pas envie de coopter leur entourage, c'est qu'à un moment, il faut se poser des questions. Et c'est du bon. Mais comme pour tout, c'est du réseau, c'est de la réputation, et le bouche à oreille, c'est le plus puissant de tous les canaux de communication. Bien sûr. Après Steeple. Merci François pour cette première partie sur la mobilité interne et la cooptation. Et je passe à Eva. Rebonjour Eva. Peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre rapidement, si tu peux te représenter. Je pense qu'on n'avait pas tout le monde au début. Ça marche. Alors, du coup, moi, je suis responsable du recrutement et de la formation au sein de notre franchise, donc franchise McDonald's. Je pense que tout le monde connaît pour le coup, et donc je m'occupe de 6 restaurants au sein de notre franchise qui sont tous éparpillés sur la région normande. Très bien. Alors, comment c'est le recrutement concrètement? Comment ça se passe pour tes restaurants initialement? Alors, nous, on fonctionne avec un outil interne. En fait, on a un site sur lequel tous les candidats peuvent candidater sur les différents postes qu'on a à proposer. On a des postes d'équipiers polyvalents, de formateurs, de managers, de directeurs adjoints, directeurs. On a plein de postes. Et donc, ils se positionnent sur le poste qu'ils souhaitent, la région qu'ils souhaitent. Et ensuite, moi, je récupère tous les candidats et je procède à du recrutement. Alors, on utilise ce seul outil, je dirais, de recrutement, même si, on est comme tout le monde, on essaye d'être présent un peu partout et d'aller, dans ce contexte, chercher, toutes les pistes qui peuvent nous aider. Donc, on fait aussi beaucoup de job dating. On est présent dans les universités, puisqu'on a aussi
du travail à temps partiel, donc qui peut bien fonctionner avec nos étudiants, etc. Donc les universités, on fonctionne aussi avec des partenaires que sont voilà, France Travail, les missions locales, les bureaux d'information jeunesse, plein de choses. On fait des visites de notre restaurant aussi, visites découvertes du métier, pour essayer aussi de donner à voir ce qu'est vraiment McDonald's et comment ça fonctionne, parce que parfois certains peuvent avoir des préjugés et c'est bien de pouvoir se rendre compte de comment ça fonctionne. Voilà, on essaye de tordre le cou un petit peu aux idées reçues et d'être présent, de parler de ce qu'on a à proposer, forum des métiers, etc., puisqu'on fonctionne également avec de l'alternance. Ok. Et du coup, vos enjeux aujourd'hui, c'est quoi? Il me semble que vous avez quelques disparités, vous, Oui. dans les restaurants, c'est ça? Alors effectivement, en fait, on a la particularité d'avoir un bassin qui est, enfin particularité oui et non, hein, il y a d'autres d'autres entreprises qui peuvent être dans la même situation, mais en tout cas nous au sein des 6 restaurants de notre franchise, on va avoir des restaurants qui sont plutôt ruraux sur des bassins plus ruraux où le recrutement est peut-être un petit peu moins simple parce que justement moins d'étudiants, il n'y a pas beaucoup de formation supérieure, ce genre de choses, et où les gens vont bouger plutôt sur de la grosse ville pour leurs études ou pour du travail, etc. Donc là, oui, on connaît peut-être un petit peu plus de difficultés. Et comme je le disais, donc on a aussi des restaurants qui sont localisés dans des villes plus importantes où oui, on a plus de candidatures, mais peut-être aussi plus de mal, nous, je dirais, fidéliser nos collaborateurs dans ce genre de région. D'accord. Et comment est-ce que vous faites justement pour les fidéliser? C'est quoi un petit peu vos objectifs, vous, pour fidéliser vos collaborateurs? Alors, nous, c'est d'apporter des conditions de travail qui soient, les plus optimales possibles, tant dans, le fonctionnement de l'entreprise, que les postes, que, la communication qu'on a avec eux. Enfin, voilà, il y a plein de pistes qu'on étudie, en lien avec le recrutement et le sujet qui nous occupe aujourd'hui. C'est aussi de proposer d'évolution en interne et donc, évidemment, ça s'inscrit bien dans les sujets qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Et vous faites quoi, vous, justement? Alors, en termes de mobilité interne et de cooptation, comment c'est pour vous, pour McDonald's? Alors, ça n'engage que notre franchise à nous, hein, évidemment. Hein, ça, je préfère le préciser, mais c'est vrai que jusque-là, on faisait pas grand-chose, en tout cas pas grand-chose d'officiel. Ça fonctionnait surtout avec, le bouche à oreille, mais avec la difficulté que ça peut représenter, que tout le monde n'a pas le même niveau d'information, etc. On s'est dit que vis-à-vis de ça, il y avait très probablement une carte à jouer. Hein. Ça reste un des sujets, comme le disait François tout à l'heure, sur lequel on peut pas faire l'impasse parce que pour tout un tas de raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. Et donc en lien avec le turnover qui est le nôtre, on s'est dit il faut qu'on puisse faire quelque chose, mais on savait pas trop comment le mettre en place. C'est quoi un petit peu vos difficultés, vous, justement, pour mettre en place la mobilité interne et la cooptation? Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il est vrai que nous, on a la chance d'avoir des sites sur des géographies différentes. On a, comme je disais tout à l'heure, des postes différents, des perspectives qui peuvent être différentes, fonction des appétences de chacun, mais aussi des compétences. Donc, je dirais que la difficulté, c'était quel outil utiliser, comment utiliser le bon fonctionnement pour que ce soit quelque chose qui fonctionne au sein de notre entreprise, plus que je pense que notre entreprise peut s'adapter tout à fait à ce genre de choses. Donc c'est vraiment comment le mettre en place. Comment, le comment de l'outil peut-être finalement. Quel support, quel outil, comment on va fonctionner, c'était plus ce genre de choses. On s'est renseigné un petit peu partout, voir un petit peu ce qui se faisait pour être logique et puis faire quelque chose qui tienne la route. Et c'est là on s'est dit que il y avait peut-être une piste avec Steeple. Steeple que vous utilisez depuis un moment maintenant. Alors racontez-nous un petit peu justement comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien et puis après on verra le partage des offres d'emploi. Comment est-ce que vous faites?
Alors, Steeple, c'est un outil que l'on a depuis 18 mois maintenant, au travers des 6 restaurants de notre franchise. On l'utilise au quotidien. On parlait tout à l'heure d'affichage, etc. Alors déjà, pour l'aspect environnemental, c'était pas top. En plus, beaucoup d'affichage, etc. La lisibilité, elle était pas là. Après, je vais pas faire la promo de Steeple, mais voilà, nous aujourd'hui, ça nous a permis de nous libérer de toutes ces choses-là, avec comme enjeu principal de pouvoir communiquer à tout le monde en même temps, et vraiment ça fonctionne plutôt bien. On a différents sujets, voilà, différentes rubriques, et ça marche pour le coup très très bien, puisque surtout tous nos collaborateurs, on a un taux d'inscription de 99%. Avec des gens qui commentent nos publications à hauteur de plus de 60%. Donc voilà, pour les gens qui commentent toutes les publications, ce qui est plutôt intéressant, je trouve. Et donc, c'est là-dessus que vous vous êtes dit que vous alliez pouvoir justement peut-être, vous partagez déjà des offres d'emploi sur Steeple. Alors, on va pas regarder sur Jobs tout de suite, Eugénie nous montrera après, mais déjà, vous vous en servez pour communiquer finalement un petit peu vos offres, c'est ça, pour avoir la visibilité? Oui, alors c'est plus ponctuel, parce qu'évidemment, si on met toujours la même chose, ça attire pas trop l'attention, mais de façon ponctuelle, effectivement, on communique déjà dessus. On a une rubrique où justement on propose des emplois, des postes. On indique, par exemple, pour nos alternants, nos managers en unité marchande. Et puis, c'est tout finalement ce qu'on fait jusqu'à maintenant, même si il y a la piste Steeple qui pour nous est la voie qu'on va suivre. Très bien. Quelques exemples du coup de publications que vous faites ici. Et c'est quoi alors les avantages que vous pensez trouver à mettre en place la mobilité interne et la cooptation dans vos entreprises? Alors, les avantages qu'on va, je pense, y trouver, c'est aussi d'avoir des profils qui sont plus conscients de nos attentes, dans le sens où, vous voyez, par exemple, sur notre système de recrutement, on a, comme je vous le disais, plein de postes qui sont ouverts, mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément comment ça fonctionne chez nous. On a des gens qui postulent sur des postes à responsabilité qui ou peut-être pas, en tout cas au moment où ils postulent, le profil leur permettant d'accéder à ce genre de poste. Là, on aura vraiment des profils plus conscients de nos attentes, avec le partage d'expérience, clairement. On va aussi avoir, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de l'individualiser, on va vraiment communiquer très largement sur tout ce qu'on a à proposer en termes de cooptation, de mobilité interne, tous les postes, etc. C'est une façon aussi plus formelle, et aussi le fait de laisser sa chance à tout le monde, clairement. Oui. Voilà. Et là encore, ça nous permettra, je pense, d'être plus réactifs, d'être plus proactifs par rapport à nos besoins. Et je le pense aussi, on sera plus sélectif peut-être, parce que des profils plus ciblés. Donc, on va vraiment pouvoir aller chercher le profil qui va nous sembler correspondre peut-être le plus à nos besoins. Et puis, on va pas se cacher, ça va nous permettre de gagner du temps, donc de l'argent. Voilà. D'aller chercher les ressources finalement en interne ou de compter sur vos collaborateurs pour être relais. Je trouve intéressant ce que vous dites de la conscience des attentes grâce au partage d'expérience. C'est quelque chose qu'on l'a rapidement abordé avec François, mais j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai sur des métiers comme les vôtres chez McDonald's. Finalement, l'écart qu'il peut y avoir peut-être entre ce qu'on voit d'une entreprise et ce qui s'y passe, la cooptation avec finalement le bouche à oreille vous permet d'avoir une belle conscience de ce qui se passe. Vous voyez une différence sur les personnes quand elles ont été cooptées Bien sûr, parce que déjà, ils partent pas de zéro ou d'image ou de ce que les gens leur ont dit, mais vaguement, de l'image qu'ils s'en font, etc. Là, il y a vraiment, en général, les gens qui leur expliquent quel est le quotidien, l'ambiance d'un restaurant, comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités, etc. Quand on les voit arriver à nous, clairement, ils nous sortent du vocabulaire qui est le nôtre, etc. Donc, il y a un intérêt qui est pas du tout le même. Et aujourd'hui, vous allez ouvrir tous vos postes sur la mobilité interne, sur la cooptation?
Est-ce Alors, que on s'est posé la question. Alors, c'est pour ça que j'ai écouté avec attention tout à l'heure François. On s'est posé la question. Alors, je pense qu'on les ouvrira tous à terme. On va commencer gentiment avec tous nos postes d'équipiers, de formateurs, de managers. Et voilà, une fois que la mayonnaise aura bien pris, comme on dit, on l'ouvrira également aux strates, directeur adjoint, directeur, etc. Juste le temps de que tout soit bien mis en place. Et alors, prime ou pas prime pour McDo? Alors nous, on va mettre prime. On va mettre prime parce que, on trouvait ça bien de pouvoir effectivement permettre aux coopteurs de récompenser aussi le fait de chercher, enfin aiguiller quelqu'un. C'est aussi prendre du temps, lui parler de son entreprise, etc. Et on voulait mettre une prime et prime plutôt argent parce que aujourd'hui ça reste le nerf de la guerre et je pense que c'est ce qui aura peut-être le plus d'impact chez nous. Très bien. Merci Eva. Je vous propose qu'on vous partage quelques ressources peut-être avant de prendre vos questions-réponses. On a quelques articles pour vous. On vous a rédigé une petite checklist de la mobilité interne qui reprend un petit peu tous les points qu'on s'est dit là sur comment est-ce que bien finalement la mettre en place, la réussir. Je vais vous partager le lien dans le chat et en attendant, je vous laisse poser vos questions dans l'outil questions. Peut-être François, tu veux nous présenter aussi l'entretien annuel. Je sais que vous avez un modèle qu'on va aussi partager. L'idée, c'est ça, comme on parle, après il y a les outils, c'est de s'inspirer. Donc là, c'est vrai que nous, on avait fait un contenu qui était pour l'entretien annuel et professionnel. Donc voilà, vous allez l'avoir pour vous inspirer, vous pouvez le modifier, mais comme ça, vous avez les différentes rubriques. Et après, c'est un support. Après, faut l'exploiter. Ça, c'est vraiment important. Ça suffit pas. Et c'est que derrière, toutes les informations que vous allez avoir, comment est-ce que vous les récoltez. Donc après, il y a des outils qui existent et tout ça. Mais déjà, commencer par ceux qui ne l'ont pas fait, commencer par la base. Et donc ça peut donner déjà une bonne base, quoi. Génial. Merci François. Et puis, alors, dernier article, améliorer la cooptation, quelques actions concrètes pour vous guider. Ma collègue Anne vous passe tout ça dans le chat tout de suite. Et puis, nous, je vous propose qu'on prenne quelques questions-réponses rapidement en 5 minutes et puis qu'on laisse ensuite la main à Eugénie pour nous présenter du coup Jobs, l'outil qui va vous permettre vraiment de booster la mobilité interne et la cooptation dans vos entreprises. Alors, je me dirige vers les questions. Comment fait-on quand on a des collaborateurs qui n'ont pas de poste avec du digital pour promouvoir la mobilité interne pour des entreprises qui sont des industries? Alors, Émilie qui nous demande promouvoir les postes, quand on a des collaborateurs qui n'ont pas de poste avec du digital pour promouvoir la mobilité interne. Bien, je pense que ça passe notamment par le management, peut-être, par l'affichage papier. François, Eva? Allez-y, François. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Steeple, parce que s'il y a Steeple, la question elle est assez simple. Par contre, ce qui peut être fait ou le temps que vous mettiez en place Steeple, mais ce qui peut être fait, c'est vous avez dans l'industrie, en général, vous avez tout ce qui est lié aux méthodes Lean notamment, et donc vous avez ces réunions, les réunions du matin, les réunions périodiques, les tableaux d'affichage. Vous regardez dans les industries où il y a les indicateurs, il y a toujours une partie RH. Ça peut être cet espace-là qui peut permettre de mettre les postes ouverts. Et derrière, ça peut être donc soit le manager qui fait le relais, soit ça peut être le RH qui, lui, ou quelqu'un du service RH qui vient dans des réunions et demander à votre responsable de production, par exemple, dire tiens, est-ce que tu peux m'accorder 5 minutes? Et vous venez en prod pour venir. Il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain pour venir expliquer aux gens comment ça se passe. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je faisais. Alors, vous êtes en 3-8, ça nécessite de s'organiser, mais en tout cas, et c'est une autre façon de faire. Alors, ça met un peu plus de temps finalement, c'est vrai que si on a un outil digital, mais ça permet aussi d'avoir cette interaction quand vous allez expliquer qu'il y a tel poste et que c'est possible, et donc vous avez des questions toujours après, des gens qui disent non, tu peux m'en redire, mais c'est sûr, c'est pour moi, et donc on peut avoir un peu déminé certains sujets en disant écoute, oui. Là, aujourd'hui, nous, on peut t'accompagner par tel type, mais c'est quelque chose qui est possible dans l'entreprise, en tout cas.
Et puis, Steeple, c'est aussi un outil pour tous, hein, même ceux qui n'ont pas d'adresse mail professionnelle. Hein, je pense, Eva, c'est le cas chez McDonald's. Tout le monde n'a pas un poste avec un ordinateur. On a une solution que l'on appellera Phygital, qui est disponible sur des grands écrans interactifs et tactiles que vous pouvez mettre, par exemple, dans les salles de pause, où vos collaborateurs vont pouvoir quand même se connecter avec simplement un code à 4 chiffres et pouvoir consulter comme ça également vos informations et vos actualités. Effectivement, nous, ça fonctionne comme ça. Hein. Tout le monde n'a pas, d'ordinateur. Enfin, il y en a beaucoup qui utilisent leur téléphone, clairement, mais on a aussi des salariés qui n'ont pas forcément de téléphone, alors, plus par choix qu'autre chose. Ils ont quand même, accès à tout ce qui est communication, donc Steeple, par le biais de l'écran qui est en salle de pause et qui informe de tout ce qu'il y a à savoir et notamment, de ce genre de choses. Ils ont accès à toutes nos publications et ils peuvent commenter, interagir s'ils le souhaitent, etc., sans avoir de moyens à leur disposition propre. Alors, on a une deuxième question qui a été très remontée. Faut-il proposer une augmentation de salaire sur les mobilités transversales? François, un avis sur la question? Sur les mobilité transversale. Mobilité transversale, il y a plusieurs choses. C'est que si vous confiez des missions supplémentaires à quelqu'un et que, en fait, c'est-à-dire que sa fonction de base, peut-être qu'il va toucher peut-être un peu moins de variables et tout ça, donc à minima, vous devez avoir une compensation sur l'autre parce que inciter à la mobilité en gagnant moins, ça va être compliqué. Moi, je le ferai pas en augmentation du salaire de base. Vous avez deux solutions, soit sur la mobilité interne, soit si. Alors, transversal, c'est pas horizontal. Parce qu'horizontal, vous pouvez avoir faire des périodes probatoires où la personne, elle fait un certain temps et elle peut revenir sur son ancien poste. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais plutôt sur du variable. C'est de se dire, tu as des missions supplémentaires. Donc, il y a une partie qui est liée à la compensation pour pas avoir de perte par rapport à l'autre job. Et moi, je le mettrais plutôt sous forme de variable avec des objectifs clairement définis en disant, si tu prends cette mission supplémentaire, c'est pas uniquement pour te faire plaisir. C'est parce que en fait, ça va apporter quelque chose à l'entreprise, à l'équipe. Donc, on est capable de fixer des objectifs et si tu les atteins, tu dois avoir quelque chose en plus et ça peut être un premier pas vers une mobilité plus complète après, le cas échéant. Mais je le ferai pas sur le salaire de base en tout cas. Très bien. Merci François de cette piste de réflexion. Une dernière question, je vous propose avant qu'on démarre et qu'on laisse la main à Eugénie. Que pensez-vous des certifications telles que Fair and Pay ou Great Place to Work pour garder vos talents? Moi, j'ai un avis. En fait, nous, on est Great Place to Work. Et au début, je voulais pas y aller. Au début, honnêtement, je me suis dit, c'est un label qu'on achète. J'aimais pas trop cette. Donc, j'ai mis du temps. On a fini par le faire. Vous allez me dire, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'en fait, je m'en suis servi comme outil de climat social. Donc, vous pouvez avoir des INPS, comme ça se pratique, je sais, chez Steeple. Voilà. Moi, j'ai vu ça comme un outil de climat social en me disant, donc il y a tout un tas de questions qui sont hyper intéressantes. C'est anonyme, donc je trouvais ça intéressant. Et par contre, derrière, c'est surtout ce que j'ai trouvé intéressant, c'est les actions qu'on a pu mettre en place derrière. Moi, j'ai pris les 10 thèmes où on était les moins bons. Donc, on était Great Place to Work, parce qu'on avait suffisamment de bons retours. Mais par contre, les 10 thèmes où on était les moins bons, j'ai fait 10 groupes de travail et je leur ai demandé à chaque groupe de faire des propositions qui ont été validées par l'ensemble de l'entreprise et qui ont été mises en place derrière. C'est ça, en fait, c'est l'action derrière. Donc, après, les labels, quels qu'ils soient, après, ça, c'est à vous de voir. Mais c'est intéressant à condition qu'on en fasse quelque chose. Et la seule chose, c'est que quand vous rentrez là-dedans, ce qui est intéressant, c'est de le faire sur plusieurs années et de voir les évolutions. Donc ça, c'est intéressant. Faut faire attention, faut pas que ça devienne non plus un outil de revendication sociale. Donc ça, c'est une façon de le mettre en place. Et surtout que si à un moment vous êtes Great Place to Work 2021 et que après vous l'êtes plus pendant des années, les candidats peuvent se dire attends, pourquoi ils étaient Great Place to Work qu'en 2021 et qu'ils sont sortis, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Donc c'est juste ça. Du coup, quand vous rentrez dans cette démarche-là, faut se dire que vous allez y aller pour plusieurs années, quoi. Mais voilà. Très bien. Merci François. Merci Eva pour vos interventions respectives. Je vous propose qu'on accueille Eugénie. Eugénie, est-ce que tu es bien avec nous? Tu es connectée? Oui. Eugénie. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien?
Oui, on t'entend super bien. Je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir te laisser la main et que tu puisses nous présenter Jobs du coup. Absolument. Je prends la main. Est-ce que c'est OK? Eh bien, en tout cas, on voit ton écran. Bon, super. Donc du coup, je me présente, je suis Eugénie, je suis en charge du suivi commercial chez Steeple. Je vais essayer d'être concise parce que je sais qu'on a pris un petit peu de retard. J'interviens aujourd'hui pour vous présenter du coup l'application Jobs. Jobs est donc la première application lancée par Steeple et qui est donc du coup dédiée à la cooptation et à la mobilité interne. Donc on connaît maintenant les enjeux sur ces deux sujets et l'importance aujourd'hui d'y répondre. Donc, en réalité, elle est imbriquée aujourd'hui sur votre Steeple de sorte que les collaborateurs n'aient aucune manipulation à faire de leur côté. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir Steeple pour pouvoir bénéficier aujourd'hui de Jobs. Elle répond finalement aujourd'hui à deux besoins, diffuser l'information des postes à pourvoir à tous vos collaborateurs de manière instantanée sur la version web et les écrans tactiles. Et également, elle répond au besoin de classifier l'information pour une recherche plus simplifiée. Et elle a pour objectif, on l'a vu effectivement précédemment, mais de fidéliser les collaborateurs et donc de baisser le turnover avec la mobilité interne et d'identifier vos ambassadeurs avec la cooptation. Voilà. Aujourd'hui, là, je suis sur un Steeple classique, donc avec de l'information, le fil d'actualité, avec tout un tas d'informations que vous pourriez diffuser. Vous présentez comment Jobs s'articule. Vous allez voir que sur le menu à gauche, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle forcément Jobs. Et puis sur la droite, on a un widget avec un raccourci finalement, avec les dernières offres proposées, les postes à pourvoir en mobilité interne et ou en cooptation. Quand je clique sur Jobs, je vais me positionner en tant que RH dans un premier temps. Je vais avoir donc toute ma liste par ordre chronologique d'ailleurs, de mes postes à pourvoir. Je vais créer une nouvelle offre, donc on va le faire ensemble. J'essaye, hop, alors voilà. Donc je vais pouvoir ouvrir à la mobilité interne et ou à la cooptation. Là, je vais le faire pour les deux. Pour le coup, je vais pouvoir sélectionner le type de contrat, donner la localisation, hop. Et puis finalement, je vais écrire le texte rapidement. Ici, je n'ai pas de limite de caractère, évidemment. Et donc, voilà, j'ai mon texte. Je vais pouvoir créer l'offre. Elle s'affiche. Elle est bien ouverte à la mobilité interne et à la cooptation. Okay, là, c'est le cas ici. Je vois bien que c'est un poste à pourvoir en CDI et la localisation. Et maintenant, je vais pouvoir publier et la mettre en lumière sur mon fil d'actualité Steeple. Donc là, je vais la classifier. Je vais mettre un petit gif pour animer ma publication et je lance. Voilà, donc là, c'est publié. On va retourner sur le fil d'actualité. Je vois bien mon post qui est affiché. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui pour vos collaborateurs. Donc évidemment, je vais pouvoir voir cette information. Pour ceux qui aujourd'hui publient déjà de l'information sur les postes à pourvoir finalement sur Steeple, c'est un peu freinant pour le collaborateur parce que finalement l'information elle est noyée dans un tas d'informations. Et donc pour retrouver le poste à pourvoir, c'est un petit peu compliqué. L'avantage, c'est qu'ici, soit j'ai mon raccourci, je consulte l'offre directement, soit je vais aller retrouver dans Jobs, et donc toujours côté collaborateur, j'ai mon poste ou un ancien que j'aurais voulu, auquel j'aurais voulu coopter quelqu'un ou y prétendre. Je vais pouvoir aller consulter la fiche de poste, dire si ça m'intéresse, okay, et expliquer en quelques lignes mes motivations. Je valide ma candidature, ça notifie le service RH sur Steeple et également par adresse mail. Ou alors, je vais recommander quelqu'un. Okay, donc, je vais très bien pouvoir dire que moi, Eugénie, je recommande une personne sur ce poste. Alors,
les champs sont facultatifs. L'idée, c'est de ne pas créer de frustration pour le collaborateur à coopter quelqu'un. On n'a pas forcément tous les éléments sous la main. Je pense notamment au CV. C'est quelque chose qui peut être fourni un peu plus tard lors de l'entretien. Je peux aller mettre évidemment la page LinkedIn. Ça, c'est assez simple en tout cas. Hop. Et puis expliquer pourquoi ce poste pourrait convenir. Bon, puisque j'essaie d'aller au plus simple. Je recommande. À ce moment-là, donc, j'ai donc coopté une personne. Côté RH, je vais pouvoir aller retrouver dans mes candidatures ici. Donc, c'est bien classifié. Les postes où j'ai de la mobilité interne et les personnes qui ont coopté leur entourage. Ici, j'ai une cooptation en cours. Je vais pouvoir les consulter. Donc, je retrouve mon fameux lien, le texte, et je vais pouvoir rentrer en contact avec la personne cooptée. Et sur le statut, je vais pouvoir indiquer au collaborateur si sa candidature est en étude, si elle est acceptée ou non retenue. Ce qui permet d'éviter la frustration pour le salarié de savoir finalement ou de ne pas savoir justement où en est sa cooptation. Et il sera notifié dans le même principe sur Steeple et par mail. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne sur la démonstration Jobs. Merci beaucoup, Eugénie. S'il y a quelques questions, j'imagine qu'on peut prendre contact avec toi pour en savoir plus sur Jobs. Eh bien, moi, je vous remercie à tous. Merci, un grand merci François, un grand merci Eva pour vos interventions. Merci. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes un très bon appétit et une très bonne journée. À très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. À bientôt, bonne journée. À Au bientôt. revoir.